le matin où Evelyne Rodez descendit de son SUV noir dans la rue des Érables. Tout le pâté de maison sembla retenir son souffle. Ses yeux balayèrent la rangée de modestes demeures et s'arrêtèrent sur le numéro 14. La peinture du garage s'écaillait en longues bandes, la porte métallique striée de rouille, de vieux cartons empilés contre le mur extérieur. Elle se tourna vers Maxime Thorne et le dit assez fort pour que l'homme accroupi dans l'allée entende chaque syllabe. « Vous appelez ça un garage ? On dirait une décharge. » Caleb Mercier se redressa lentement. Il ne haussa pas la voix. Il croisa son regard avec une quiétude qui ne vient qu'à ceux qui savent exactement qui ils sont. Puis il se retourna et rentra chez lui. Ne détournez pas les yeux car ce qui se cachait derrière cette porte rouillée allait tout changer. La rue des Érables était restée la même pendant 40 ans. Les mêmes érables arqués au-dessus du trottoir. Les mêmes paillassons décolorés. Les mêmes voisins qui se connaissaient par leur prénom et leur première tasse de café. C'était le genre de rue que les villes oublient jusqu'à ce qu'un promoteur décide qu'elle est exactement ce dont il a besoin. Le numéro 14 se trouvait près de l'extrémité du pâté. La maison elle-même était soignée, modeste, mais entretenue. Un petit jardin devant avec un rosier que Claire avait planté l'année avant la naissance d'Ariane. Une clôture en bois que Caleb avait réparée planche par planche l'été après les funérailles. Et le garage, large pour 2 voitures, donnant sur l'allée arrière avec une porte qui n'avait pas été repeinte depuis le départ des anciens propriétaires. Caleb Mercier se tenait ce lundi matin dans la cour latérale, une tasse de café noir serrée entre ses 2 mains, regardant la porte close du garage comme certains hommes contemplent un tableau sur lequel ils travaillent depuis des années. Il avait 38 ans et ce visage paisible qui fait penser qu'il est soit parfaitement serein, soit perdu dans des pensées très lointaines. La plupart du temps, c'étaient les deux. Il entendit la porte arrière claquer et de petits pieds frapper les marches de la véranda en bois. Ariane apparut au coin de la maison en chaussettes dépareillées. Ses cheveux noirs non peignés, un bras enroulé autour de coton, le lapin en peluche dont l'oreille gauche avait été recousue 3 fois. Elle s'arrêta près de son père, leva les yeux vers lui, puis regarda le garage. « Tu vas y entrer aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Après t'avoir déposé, » répondit-il. Elle hocha lentement la tête, comme toujours quand elle décidait de poser une question supplémentaire. Puis, « Tu es presque fini. » Caleb baissa les yeux sur elle. Il sourit, pas un grand sourire, juste celui qui se nichait au coin de sa bouche. « J'y arrive, » dit-il. C'était la même réponse qu'il lui donnait depuis 2 ans. Ariane avait cessé d'insister. Elle comprenait, comme les enfants qui grandissent trop vite parfois le font, que son père avait le droit de garder certaines choses pour lui. En milieu de matinée, Diane Valois frappa à la porte d'entrée. Elle avait 62 ans, vivait 3 maisons plus bas, et avait apporté de la nourriture chez Caleb plus de fois qu'il ne les comptait tous les 2. C'était un pain aux bananes encore chaud. « Tu as entendu ?» dit-elle en tendant le pain et en entrant sans y être complètement invitée, ce qui était leur arrangement. À une entreprise de promotion. Ils rachètent tout le pâté, apparemment. Ils vont en faire un complexe commercial. Caleb posa le pain sur le comptoir. « J'ai entendu. » Diane le regarda. Puis elle regarda vers l'arrière de la maison, vers la porte qui menait au garage. « Caleb, » dit-elle prudemment. « S'ils viennent frapper. »« Je sais, » répondit-il. « Tu ne sembles pas inquiet. » Il se retourna vers le comptoir et prit sa tasse. « Je ne le suis pas. » Diane resta un moment dans la cuisine, étudiant le profil de son visage. Puis elle soupira, lui tapota le bras une fois et partit. Elle ne comprenait pas. La plupart des gens de la rue des Érables ne comprenaient pas Caleb Mercier, mais Diane avait depuis longtemps décidé que ne pas comprendre une personne et lui faire confiance n'était pas incompatible. 2 SUV noirs arrivèrent dans la rue des Érables juste après 15 heures, garés bout à bout en haut du pâté avec une précision coordonnée qui annonçait l'argent avant même qu'une porte ne s'ouvre. Evelyne Rodez descendit la première. Elle avait 36 ans et un visage décrit dans les profils professionnels comme frappant et dans les conversations murmurées comme intimidant, ce qui revenait souvent au même selon de quel côté de la table de négociation on se trouvait. Elle portait un blazer gris anthracite sur un chemisier pâle, ses cheveux noirs relevés. Elle consultait déjà sa tablette avant que ses talons touchent le trottoir. Derrière elle venait Maxime Thorne, 40 ans, cheveux peignés en arrière, se déplaçant avec la posture un peu trop empressée d'un homme qui avait passé sa carrière un demi-pas derrière quelqu'un de plus puissant et avait appris à faire de cette position une forme d'autorité.
Il était le directeur des opérations du groupe de développement Rhodes. Et dans un quartier comme celui-ci, il se déplaçait comme s'il en était déjà propriétaire. 4 des 8 propriétés sont signées, dit Maxime en marchant à ses côtés. 2 autres en discussion. Restent les Henderson au numéro 6. Ils sont âgés. Ils finiront par accepter. Et le numéro 14. Evelyne ne répondit pas. Elle regardait déjà devant, cataloguant. Le numéro 14 est le problème, continua Maxime. Le propriétaire ne prend pas les appels, ne répond pas aux lettres. Nous avons eu une tentative en face à face le mois dernier. Il a juste dit non et fermé la porte. Ils s'arrêtèrent à la petite clôture du numéro 14. La maison semblait correcte, un peu usée, mais ordinaire. Le rosier le long de l'allée, la clôture réparée, puis Evelyne regarda le garage. La peinture de la porte s'était écaillée en longues bandes recourbées, exposant le métal gris dessous. Une rangée de vieux bidons d'huile moteur alignés contre le mur latéral. Un jeu de pneus empilés dans le coin près de l'allée. Une bâche à moitié pliée sur une palette en bois. De la rue, cela ressemblait à un espace négligé depuis longtemps. Caleb était accroupi à la gage du portail, ajustant la charnière avec un tournevis. Il portait un vieux t-shirt bleu et un jean de travail, et il y avait une trace sombre sur le dos de sa main gauche. Pas de la saleté, quelque chose de plus précis, comme une marque laissée par un travail minutieux. Evelyne se tourna vers Maxime. Quand elle parla, elle ne baissa pas la voix. « Vous appelez ça un garage ? On dirait une décharge. » Puis elle regarda directement Caleb, et sa voix porta le ton particulier d'une personne qui avait corrigé sans problème sur 100 propriétés. Vous devriez savoir que la détérioration d'une seule propriété fait baisser la valeur estimée de tout le pâté environnant. Caleb se leva lentement. Il se retourna et la regarda, pas avec l'éclair de colère qu'elle aurait pu attendre, pas avec le raidissement défensif de quelqu'un qui sait qu'on l'insulte. Il la regarda avec une quiétude qui ne contenait aucune soumission. C'était la quiétude d'un homme qui avait décidé depuis longtemps que les premières impressions des autres n'étaient pas sa responsabilité. Il dit calmement et sans chaleur, « Vous n'avez pas vu l'intérieur. » Puis il se tourna et marcha jusqu'à sa porte d'entrée et rentra. Maxime ricana doucement. Evelyne ne dit rien. Derrière le rideau du salon, Ariane se tenait debout sur le coussin du canapé avec Coton sous le bras, observant. Quand son père entra par la porte, elle demanda, « C'étaient les gens qui veulent notre maison. » Certains d'entre eux. Qu'est-ce que la dame a dit? Quelque chose sur le garage. Ariane réfléchit. Elle n'a pas vu l'intérieur, dit-elle. Non, répondit-il. Elle n'a pas vu. Evelyne retournait déjà vers le SUV, tablette en main, calculant les servitudes et les délais d'acquisition. Mais quelque part dans son esprit, une seule phrase s'était logée et refusait de partir. Vous n'avez pas vu l'intérieur. Maxime revint seul le lendemain matin. Il s'était habillé un peu plus décontracté cette fois, sans cravate, col ouvert, ce qui était sa version de rencontrer les gens là où ils étaient. Il avait un dossier de propositions sous le bras et le genre de sourire qui s'était exercé devant des miroirs. Caleb répondit à la porte dans le même t-shirt bleu. 220 000 $, dit Maxime en tendant le dossier pour la propriété et le terrain. C'est 50% au-dessus de la valeur estimée actuelle. Monsieur Mercier, vos voisins ont trouvé cela tout à fait raisonnable. Caleb regarda le dossier sans le toucher. Non, je comprends que c'est une décision importante. Ce n'est pas le cas, dit Caleb. Un non est une décision courte. Maxime laissa le dossier retomber légèrement. Voici la réalité pratique. Toutes les maisons de ce pâté sauf la vôtre ont maintenant été acquises ou sont en négociation finale. Dans 6 mois, la construction de la place Méridienne commence. Vous vivrez à côté d'un chantier. Votre fille entendra des marteaux-piqueurs à 7 heures du matin. Caleb s'appuya contre le cadre de la porte. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui regarde le temps qu'il fait, conscient mais non perturbé. « Merci pour l'offre, dit-il. Bonne journée. » Il ferma la porte. Maxime resta un moment sur la véranda, puis se retourna et marcha vers sa voiture. En chemin, il jeta un dernier regard au garage, la porte écaillée, les pneus empilés. Il nota quelque chose et partit. Cet après-midi-là, Caleb alla chercher Ariane à l'école. Il sentait les regards de certains autres parents,
les coups d'œil maladroits qui signifiaient que la nouvelle s'était répandue. Un homme nommé Gordon, qui vivait 2 rues plus loin, se mit à marcher à ses côtés à la grille. « Ils offrent une bonne somme, Caleb. Je ne vois pas ce qu'il y a à attendre. » Caleb ne répondit pas. Il repéra Ariane sortant par les portes de l'école, sac à dos bondissant, et leva la main pour qu'elle le trouve dans la foule. Sur le chemin du retour, Ariane glissa sa main dans la sienne. « C'est vrai qu'on va peut-être devoir partir, demanda-t-elle. « Oh non. Comment tu le sais ?» Il baissa les yeux sur elle. « Parce que je l'ai dit. » Elle sembla trouver cela une réponse satisfaisante, ce qui, venant de son père, l'était. Elle serra sa main une fois et remonta Coton sous son autre bras. Ce même soir, dans une suite d'hôtels à 3 kilomètres, Evelyne Rhodès était assise à un bureau examinant le dossier d'acquisition du numéro 14. Elle l'avait lu en grande partie auparavant. Registre de propriété, historique d'hypothèque entièrement payée il y a 4 ans. Registres fiscaux à jour et propres. Elle passa à la section emploi. Vide, pas incomplet. Vide. Aucun employeur enregistré depuis 9 ans. Aucune affiliation d'entreprise. Aucune inscription commerciale. Rien. Travailleur indépendant probablement, avait dit Maxime plus tôt. Ou indemnité d'assurance de la femme. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'incidence sur l'acquisition. Evelyne avait hoché la tête, mais elle n'avait pas fermé le dossier. Elle restait avec maintenant, lunettes de lecture sur le nez, le curseur sur une barre de recherche. La maison était rangée. L'homme était composé. Le garage semblait vide. Elle ferma le dossier, puis l'ouvrit à nouveau. Elle avait bâti une carrière sur le principe que les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres de ce dossier lui disaient que quelque chose manquait. Pas faux, manquant. Il y avait une différence, et elle avait appris depuis longtemps à faire confiance à cette distinction. Tard cette nuit-là, bien après qu'Ariane soit couchée, la lumière du garage s'alluma. Une fine ligne de jaune chaleureux passa par l'interstice sous la porte métallique et tomba sur le béton de l'allée arrière. À l'intérieur, il y avait des sons prudents, pas ceux d'un désordre qu'on déplace, le doux grattement d'un crayon sur du papier, le petit clic net d'un instrument de mesure qui trouve son réglage. Une longue expiration, celle qu'un homme fait non d'épuisement, mais de satisfaction. La façon dont une personne respire quand quelque chose qu'elle construit finit par ressembler à ce qu'elle imaginait. La lumière resta allumée bien après minuit. Jacques Reed arriva un jeudi après-midi dans une berline vert foncé qui semblait avoir passé la plupart de sa vie dans un parking d'entreprise. Il avait 42 ans et la carrure de quelqu'un qui avait passé 20 ans entre étages d'ingénierie et salles de conférence en parts égales, main capable, yeux vifs, posture disant qu'il avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles et survécu. Lui et Caleb se tenaient dans la cour latérale. Jacques regarda la maison, puis le garage, puis de nouveau Caleb. « Tu es toujours là, dit-il. »« Toujours là, répondit Caleb. J'ai conduit 4 heures. J'apprécie. » Jacques se frotta la nuque. « Caleb, Harmon a besoin de toi. Et pas au sens habituel. Ils sont au bord du plus gros accord de licence de l'histoire de l'entreprise. Et la seule personne vivante qui comprend toute l'architecture de ce qu'ils essaient de finaliser, c'est toi. » Caleb tenait son café à 2 mains et dit « Rien. »« Projet Méridienne, » dit Jacques. « Le système d'intégration de châssis de nouvelle génération. Tu as conçu le prototype original. Tu connais chaque couche, du sol au plafond. L'équipe essaie de reconstruire les fondations à partir de la documentation partielle que tu as laissée, et ils ont perdu 14 mois et 22 millions de dollars. Ils ont les fichiers que je leur ai donnés, dit Caleb. Jacques le regarda fixement. Ils ont la plupart des fichiers. La partie qui fait vraiment fonctionner le tout. La partie que tu développais encore quand tu es parti. Ils ne l'ont pas. C'est dans le garage, dit Jacques, ce n'était pas une question. Caleb regarda vers l'allée. Je suis parti pour une raison, Jacques. Je sais. Claire était partie depuis 3 mois. Ariane avait 7 ans et elle avait déjà perdu sa mère. Elle n'allait pas perdre son père à une semaine de travail de 70 heures. Jacques ne discuta pas. Il eut la décence de ne pas le faire. Tu es le meilleur ingénieur avec qui j'ai jamais travaillé, dit-il calmement. Et je ne le dis pas pour te mettre la pression. Je le dis parce que c'est vrai et je pense que tu devrais l'entendre à voix haute de temps en temps. Caleb ne répondit pas.
Il regarda un moineau se poser sur le haut de la clôture puis repartir. La porte arrière claqua. Ariane descendit les marches deux par deux, s'arrêta net en voyant le visiteur et l'examina avec une évaluation franche que seuls les enfants et les cadres très expérimentés peuvent réussir sans embarras. « Tu es une des personnes avec qui mon papa travaillait avant, dit-elle. Jacques s'accroupit légèrement à sa hauteur. « C'est ça, Jacques Reed. Ton papa et moi avons travaillé ensemble longtemps. Il est bon. Il est le meilleur que j'ai jamais vu. » Ariane hocha la tête une fois comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà, puis se retourna et rentra finir ce qu'elle faisait. Jacques la regarda partir, puis se tourna vers Caleb avec quelque chose qui pouvait être de la compréhension ou de l'envie ou les deux. « Je ne te demande pas de revenir, dit Jacques. Je te demande de finir ce que tu as commencé. Accord de licence, 200 millions, 6 semaines de ton temps. » Il prit un dossier qu'il avait posé contre le poteau de la clôture et le tendit. Caleb ne le prit pas. « J'y réfléchirai, dit-il. » Jacques posa le dossier sur le poteau et retourna à sa voiture. Avant d'ouvrir la portière, il se retourna une fois. « Le monde devrait voir ce que tu construis là-dedans, dit-il. Pas pour moi, pas pour Harmon. Juste parce que c'est remarquable. » Caleb écouta la voiture s'éloigner. Il resta seul dans la cour latérale, tenant sa tasse. Puis il se tourna et regarda la porte du garage. La rouille sur le métal captait la lumière de l'après-midi et la transformait en un rouge terne et calme. L'accident arriva un mercredi après-midi, 3 jours après la visite de Jacques. L'équipe de relevé d'Evelyn mesurait le terrain adjacent toute la matinée, plantant des piquets d'échafaudage temporaires le long de la ligne de propriété. Juste après 14 heures, un jeune technicien perdit pied sur le sol inégal et tomba contre un cadre debout. Le métal de l'échafaudage balança largement, passa par-dessus la clôture dans un arc vacillant et frappa le côté de la porte du garage avec un bruit de coup de feu. L'impact résonna dans le quartier. Ariane cria de l'intérieur de la maison. Caleb était déjà en mouvement. Il arriva par l'arrière en courant, vérifia le technicien, secoué mais pas blessé, puis se tourna vers le garage. La porte s'était légèrement enfoncée dans le coin inférieur droit. Il s'agenouilla et vérifia le cadre. Puis il se leva, déverrouilla la porte et l'ouvrit pour vérifier l'intérieur. Il n'avait pas prévu que quelqu'un soit derrière lui, mais Evelyn était là. Elle avait entendu l'impact de la rue et était arrivée au coin de la maison au même moment que Caleb. Elle était à 3 pas derrière lui quand la porte s'ouvrit, et elle vit tout. La lumière vint d'abord. Une lueur propre et régulière de LED blanc montait en 2 rangées au plafond, illuminant un sol de béton poli qui ne portait aucune tache, aucune fissure, aucun signe de désordre. L'air à l'intérieur était frais et sec. Il n'y avait aucune odeur de rouille ou de négligence. Il y avait le parfum particulier d'huile de machine et de papier, et de temps soigné, l'odeur d'un lieu où un travail sérieux se déroulait depuis des années. Contre le mur gauche, 3 formes étaient alignées, chacune recouverte d'une housse grise ajustée. Caleb s'approcha de la plus proche et tira la housse d'un seul geste, le tissu tombant en un pli net sur le sol. Dessous se trouvait une Ford GT40 de 1966 en livrée Gulf bleu cobalt et orange. La peinture si profonde et exacte qu'elle semblait laisser passer la lumière plutôt que la refléter. Chaque surface était d'origine. Chaque pièce d'ornement alignée selon un standard qui n'avait rien de sentimental et tout de la maîtrise. La deuxième housse révéla une Ferrari 365 GTB Daytona de 1970 en rosso chiaro profond. Les rétroviseurs portant encore l'adhésif d'usine sous le chrome. Le genre de voiture dont les maisons de vente aux enchères parlent à voix basse et prudente avant d'établir des records. La troisième voiture resta couverte. Caleb recula, mais Evelyn regardait déjà au-delà des voitures. Le long du mur droit se trouvait un établi qui s'étendait presque sur toute la longueur du garage. Dessus, maintenus au coin par des blocs d'acier, reposaient des feuilles de dessin technique, non des impressions numériques, mais des diagrammes rendus à la main au crayon graphite, dansant lignes de côte et notations de section, et le genre de calculs marginaux que les ingénieurs écrivent quand ils résolvent quelque chose en temps réel. Au-dessus de l'établi, 2 moniteurs montraient un modèle KO tridimensionnel tournant lentement dans un champ gris clair, un système de châssis d'une complexité extraordinaire, chaque joint et chemin de charge étiquetés en notations précises et mesurées. Et sur l'étagère au-dessus des moniteurs, une petite collection d'objets, une montre avec cadran de compétition,
encore dans son écrin de présentation, du genre remis lors de cérémonies de prix d'ingénierie, une photo encadrée, une femme debout à côté de la GT40 avant sa restauration, riant, sa main à plat sur le toit de la voiture comme si elle mesurait la hauteur de son bonheur, et épinglée directement au mur à côté du cadre, un dessin en crayon vert et violet de deux figures bâtons, une grande et une très petite, debout à côté d'une forme jaune à 4 roues. Dessous, en lettres majuscules irrégulières, papa et papa faisant une voiture. Caleb se tenait au centre du garage. Il n'essaya pas d'expliquer. Il ne lista pas ce que valaient les voitures ni ne décrivit ce que les dessins représentaient. Il laissa simplement la pièce parler. Evelyne se tenait sur le seuil. Elle était entrée dans des pièces difficiles toute sa carrière, salle de conseil, audience d'arbitrage, propriété mal représentée dans toutes les directions. Elle ne s'était jamais sentie tout à fait ainsi. Il y avait une sensation physique de recalibrage, comme si l'instrument d'évaluation interne qui tournait en évaluation continue depuis son arrivée dans la rue des Érables s'était simplement arrêté. « C'est à vous, dit-elle. » Cela sortit moins comme une question et plus comme quelqu'un trouvant le bon mot dans une langue étrangère. « Ça l'a toujours été, dit Caleb. Dès le début. » Maxime apparut au bord de l'embrasure derrière Evelyne. Il regarda à l'intérieur. Son expression passa par plusieurs choses en séquence rapide. Surprise, calcul. Le premier scintillement de quelque chose qui pouvait être de l'inquiétude sur une neutralité prudente. « Nous devrions partir, dit-il calmement à Evelyne. Elle ne bougea pas pendant encore quelques secondes. Puis elle recula et la lourde porte se referma lentement. Caleb resta seul dans le garage. Il regarda une fois de plus la photo sur l'étagère. Puis il éteignit les lumières du plafond, ne laissant que les moniteurs allumés, le modèle de châssis tournant toujours dans son champ gris calme. Patient et précis, attendant ce qui viendrait ensuite. Maxime trouva Evelyne dans la rue dehors, déjà revenue sur sa tablette. « Ne réagissons pas trop, dit-il. »« Je ne réagis pas, répondit-elle. Je réfléchis. Il aurait pu emprunter ses véhicules, les entreposer pour un client. Les dessins sur l'établi pourraient être des travaux d'étudiants ou des impressions de reproduction. Ce n'étaient pas des impressions, dit Evelyne. Maxime s'arrêta. Tu ne peux pas le savoir d'un regard de 30 secondes. Elle se tourna et lui fit face. Je sais à quoi ressemble un travail de conception original, Maxime. J'ai été dans assez de bureaux d'ingénierie. Ces marges n'étaient pas décoratives. C'étaient des notes de travail. Elle regarda vers le garage. Appelle l'équipe d'évaluation. Je veux une estimation sur les automobiles de collection demain matin. Demain matin, dit-elle, et monta dans le SUV. Alors qu'elle partait, Ariane apparut à la grille latérale. Elle tenait Coton par une oreille et regardait Evelyne avec la franchise inconsciente que les adultes passent des années à essayer de retrouver. Mon papa a tout fait lui-même, dit Ariane. Il n'a pas acheté les voitures comme ça. Elles étaient cassées. Il les a réparées. Evelyne regarda la petite fille un moment. Il a tout réparé. Chaque pièce, dit Ariane. Il m'a montré une fois. La orange n'avait plus d'intérieur. Puis elle se retourna et repassa la grille. Evelyne resta assise à l'arrière du SUV la plupart du trajet vers l'hôtel sans rien dire. La tablette resta fermée sur ses genoux. Cette nuit-là, elle appela un spécialiste qu'elle avait utilisé 2 fois auparavant pour des estimations automobiles de collection, un homme à Chicago qui facturait en conséquence et en valait la peine. Elle décrivit chaque voiture. Il y eut une pause avant qu'il parle. Si la GT40 en livrée Gulf est aussi originale que vous le décrivez, dit-il, nous parlons de 4 à 6 millions aux enchères internationales. Conservativement. La Daytona, selon le numéro de châssis et la documentation, potentiellement similaire. Mais si la Miura est en numéro concordant et en état restauré, une autre pause. Mademoiselle Rhodes, une Miura dans cet état est l'une des moins de 200 existantes dans le monde, 8 à 12 millions n'étonnerait personne sur ce marché. Evelyne le remercia et resta très immobile. Elle ouvrit son ordinateur et tapa 2 mots. Caleb Mercier. Le premier résultat datait de 5 ans, une publication commerciale de l'industrie. L'article confirmait en langage corporatif prudent qu'il avait été responsable de l'architecture complète de la plateforme H de Harmon Automobile. 3 gammes de véhicules primés consécutives, dont l'une reconnue au Salon de Genève. Elle le relut.
Puis elle mit l'ordinateur de côté et regarda le plafond. Le matin suivant, elle se rendit dans la rue des Érables seule. Pas de SUV, pas de Maxime. Elle marcha depuis le coin en portant 2 tasses de café d'un endroit 3 rues plus loin qui existait depuis avant leur naissance à tous les deux. Caleb répondit à la porte avant qu'elle ne frappe. Il regarda les 2 tasses. Il la regarda. « Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit, » commença-t-elle. « Vous avez décrit ce que vous avez vu, » dit-il. « Il n'y a rien à excuser. » « Alors je veux dire que j'avais tort. » Il considéra cela. « Vous étiez incomplète, » dit-il. « C'est différent. » Une petite pause. « Puis-je le voir correctement » demanda-t-elle. « Juste correctement cette fois. » Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il allait dire non. Puis il s'écarta et fit un geste vers l'arrière de la maison. À l'intérieur du garage, avec les lumières allumées et sans urgence, elle parcourut l'espace comme elle aurait dû la première fois. Elle resta longtemps devant la GT40. Assez près pour voir la surface de la peinture. Pas celle d'un amateur, mais la finition invisible perfectionnée de quelqu'un qui comprenait le matériau à un niveau que la plupart n'atteignent jamais. Elle s'arrêta devant l'établi. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en regardant le châssis tournant sur le moniteur. « Un projet, » dit-il. « Quel genre de projet » Il se tenait derrière elle, main dans les poches. « Le genre que je n'ai pas encore décidé d'expliquer à quiconque. » Elle se tourna et le regarda, non comme elle l'avait regardé à travers la clôture le lundi, quand il était un nom dans un dossier de propriété et un problème à gérer. Elle le regarda comme une personne qui essaie vraiment de comprendre quelqu'un plutôt que de l'évaluer. « Depuis combien de temps y travaillez-vous » demanda-t-elle. « 4 ans, dit-il. À peu près. » Elle hocha lentement la tête. Ni l'un ni l'autre ne dit rien pendant un moment. Dehors, les érables bougeaient dans une légère brise, et une voiture passa sur la route principale et le numéro 14 de la rue des Érables gardait son calme comme toujours, comme quelque chose qui avait patiemment attendu la bonne personne pour enfin poser la bonne question. Maxime Thorne passa la soirée après l'incident du garage à faire ce qu'il faisait le mieux, trouver l'angle que personne d'autre ne regardait. Il reconnut la GT40. Il en savait assez sur les automobiles classiques pour comprendre l'échelle approximative de ce qui se trouvait dans ce garage. Et cela changeait entièrement le calcul. Si Caleb Mercier avait des actifs de cette ampleur, la négociation de la propriété n'était pas une simple résistance d'un propriétaire sentimental. Il y avait une raison pour laquelle Caleb n'avait jamais bougé, jamais négocié, jamais rejoint la table. Il y avait un levier quelque part sur lequel Caleb était assis ou qu'il attendait d'utiliser. Maxime passa 3 jours au téléphone avec un cabinet juridique que son bureau avait déjà utilisé sur des questions de propriété intellectuelle. Ce qu'ils trouvèrent était ceci. Les enregistrements de brevets au nom de Caleb Mercier contenaient un ensemble d'applications confirmées, mais il y avait 5 dessins supplémentaires qui apparaissaient dans les archives internes de RD de Harmon Automobile, dessins développés pendant l'emploi de Caleb pour lesquels la paperasse d'assignation formelle n'avait jamais été complétée avant qu'il ne parte. La théorie juridique était mince. Maxime le savait. Mais mince était parfois suffisant pour retarder, perturber et décourager. La lettre arriva au numéro 14 un vendredi matin. Un coursier frappa, tendit une enveloppe à Caleb et partit sans attendre. À l'intérieur, un avis formel de litige en propriété intellectuelle, citant le contrat d'emploi de Caleb avec Harmon Automobile et affirmant que 5 architectures de conception, y compris des composants centraux de ce que la lettre appelait le système d'intégration de châssis méridienne, avaient été développées sur le temps de l'entreprise et avec ses ressources et étaient donc soumises à la propriété corporative. La lettre était signée par un associé d'un cabinet que Maxime utilisait personnellement. L'entête n'incluait pas le groupe Rhodes, mais Caleb la lut une fois et comprit exactement d'où elle venait. Il la posa sur la table de cuisine et alla préparer le déjeuner d'Ariane. Ce soir-là, après qu'Ariane soit couchée, Caleb s'assit à la table de cuisine avec un dossier qu'il gardait dans une boîte ignifuge dans le placard du couloir depuis l'année où il avait quitté Harmon. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection de documents organisés avec la précision délibérée de quelqu'un qui avait anticipé cette conversation, sinon ce moment exact. Il les relut, non anxieusement comme une personne qui révise un matériel qu'elle connaît déjà. Vérifiant que rien n'avait changé, confirmant que le sol sous ses pieds était toujours solide. Il l'était.
Il prit son téléphone et appela Jacques Reed pour la première fois. Jacques répondit à la deuxième sonnerie. « Quelqu'un essaie de revendiquer les dessins méridiennes, » dit Caleb. Un bref silence. « Qui ?» Un cabinet juridique agissant pour le compte de quelqu'un qui a une raison de vouloir me faire partir de cette propriété. Caleb, tes dépôts sont complets? Tous. Tous, y compris les 5 qui étaient en cours quand je suis parti. Je les ai déposés indépendamment 14 semaines après ma démission sous mon nom comme inventeur privé. Les applications sont confirmées. Les octrois sont émis. Jacques expira lentement. Alors ils n'ont rien. Je sais, mais j'ai besoin qu'Armon le dise à voix haute dans une salle. Considère que c'est fait, dit Jacques. Le matin suivant, dans le bureau temporaire du groupe Rhodes à l'hôtel, Evelyne ouvrit la boîte de réception partagée qu'elle et Maxime utilisaient pour la correspondance d'acquisition. Elle trouva un courriel d'un associé juridique qu'elle ne reconnaissait pas, copié à l'adresse personnelle de Maxime, exposant une stratégie pour ce qui était décrit comme accélérer le dégagement du numéro 14 via un levier de propriété intellectuelle. Elle lut le courriel 2 fois. Puis elle ferma son ordinateur, marcha dans le couloir et frappa à la porte de Maxime avec 3 coups délibérés. Il ouvrit. Il vit son visage. « Mon bureau, » dit-elle. « Maintenant. » Quoi qu'il ait été sur le point de dire, il ne le dit pas. La réunion eut lieu au bureau juridique régional de Harmon Automobile, au 11e étage d'un immeuble à 12 rue de la rue des Érables. La salle contenait une longue table, 8 chaises et le silence particulier d'un espace où les litiges sérieux se résolvent. Jacques Reed arriva le premier et arrangea ses propres documents avant l'arrivée des autres. 2 avocats de la division juridique de Harmon prirent place le long du mur droit. Un représentant de l'Office des brevets, présent comme observateur neutre à la demande de Jacques, s'assit à l'extrémité. Maxime arriva avec son propre conseil. Un homme au visage dur en costume gris anthracite qui avait réglé 3 litiges de propriété intellectuelle l'année précédente. Evelyne s'assit en face de Maxime, séparée de son côté de la salle, d'une façon qui n'avait pas été discutée mais était indéniable pour tous les présents. Caleb vint en dernier. Il portait une chemise blanche sans cravate et portait une mallette en cuir assez vieille pour avoir perdu son éclat. Il prit la chaise au centre de la table et posa la mallette sans l'ouvrir. Il ne regarda personne en particulier. Il ne semblait pas se préparer. Il semblait déjà préparé. L'avocat de Maxime ouvrit la présentation. Il fut minutieux et parla rapidement. L'argument central était ceci. 5 architectures de conception attribuées à Caleb Mercier avaient été créées pendant son mandat chez Harmon Automobile en utilisant des ressources et des installations de l'entreprise. Le contrat d'emploi, que l'avocat circula maintenant, contenait une clause d'assignation standard. Toutes les inventions créées pendant l'emploi en utilisant le temps ou les ressources de l'entreprise étaient la propriété intellectuelle de la société. Le processus de sortie avait été irrégulier. Aucune documentation de transfert formel n'avait été complétée. Les demandes de brevets déposées par Caleb après son départ étaient donc sujettes à litige. L'avocat s'assit. La salle se tourna vers Caleb. Il plongea dans la mallette et en retira un folio de documents bleu foncé, du genre que les cabinets professionnels utilisent pour les livraisons finales. Il l'ouvrit et plaça 3 éléments sur la table en séquence, travaillant lentement et sans drame. Le premier élément était un ensemble de certificats d'octroi de brevets de l'Office américain des brevets et marques. 17 au total, chacun marqué du sceau de confirmation et de la date d'émission. Chacun portant le nom Caleb Mercier comme seul inventeur. Les 5 demandes en question étaient incluses. Leur date de dépôt, toutes dans les 90 jours suivant sa démission, était clairement imprimée dans le coin supérieur droit de chaque certificat. Le deuxième élément était une copie de son contrat d'emploi original avec Harmon Automobile, marqué à une clause spécifique à la page 9. L'avocat de Maxime se pencha en avant. La clause d'assignation standard y était, mais dessous, dans une clause négociée séparément qui avait été ajoutée à la demande de Caleb quand le contrat avait été signé pour la première fois, se trouvait une seconde clause. Les inventions développées indépendamment après la fin de l'emploi en utilisant des ressources privées étaient la seule propriété de l'inventeur, quel que soit le sujet ou la relation conceptuelle antérieure avec les projets de l'entreprise. Caleb avait demandé cette clause le premier jour. Personne n'avait objecté parce que personne n'avait imaginé qu'il en aurait un jour besoin. Le troisième élément était un seul courriel imprimé. Il datait de 3 ans,
adressé à Caleb, envoyé du compte du directeur général de Harmon Automobile. Le courriel reconnaissait la propriété indépendante de Caleb des dessins d'intégration de châssis Meridienne et proposait une conversation formelle de licence à sa convenance la plus tôt. La salle était calme. Jacques parla de l'extrémité de la table. Pour le dossier, Harmon Automobile n'a jamais autorisé aucun tiers à initier des procédures de propriété intellectuelle contre Caleb Mercier en notre nom. Nous n'avons aucune revendication. Nous n'en avons jamais eu. Nous tentons depuis 3 ans de négocier un accord de licence avec M. Mercier, ce qui est le processus approprié et le seul. Il regarda Maxime en disant la dernière phrase. Maxime ne dit rien. Son avocat nota quelque chose sur un bloc légal puis arrêta d'écrire. Evelyne n'avait pas bougé pendant toute la présentation. Elle regarda les 3 documents au centre de la table. Elle regarda Maxime. Puis elle regarda Caleb. Caleb rassembla les documents dans le folio, ferma la mallette et se leva. Il boutonna le bouton du haut de sa chemise. « Je suis venu ici une fois, dit-il. » Sa voix était égale et sans poids performatif. « Je ne suis pas intéressé par des procédures prolongées. J'ai du travail à faire. » Il prit la mallette. À la porte, il s'arrêta. Pas pour les faits, mais parce qu'il avait une chose de plus à dire, et il préférait le dire face à la salle. « Je n'ai jamais gardé quoi que ce soit de quiconque y avait droit, dit-il. J'ai juste jamais cru que le bruit était une preuve de propriété. » Puis il partit. Derrière lui, la salle expira. 10 jours plus tard, le groupe de développement Rhodes émit un plan maître révisé pour le projet Place Méridienne. La redéfinition redistribuait l'empreinte du nouveau complexe commercial autour des propriétés résidentielles existantes sur le côté sud de la rue des Érables plutôt que de les remplacer. Le numéro 14 n'était listé sous aucun élément d'acquisition ou de dégagement. Un journaliste du journal des affaires régionales demanda à Evelyne Rhodes lors d'un point de presse ce qui avait motivé le changement de portée du design. Elle marqua une pause d'une fraction de seconde. Le genre de pause que les journalistes remarquent et comprennent rarement la cause, puis dit « Parfois il faut regarder ce qui se trouve réellement à l'intérieur d'un espace avant de décider quoi en faire. » Ce soir-là, Caleb prépara des pâtes pour le dîner. Ariane mangea avec Coton appuyé contre le pied de la table et lui parla d'un projet scolaire sur le cycle de vie des papillons. Il écouta, posa les bonnes questions et remplit son verre d'eau sans qu'on le lui demande. Après le dîner, il lava la vaisselle et se tint à la fenêtre de la cuisine regardant l'allée arrière. Puis il mit sa veste et alla au garage. Il se tint devant l'étagère où la photo de Claire reposait. La femme sur la photo riait, du vrai rire, celui qui arrive avant que l'appareil soit prêt. Sa main était à plat sur le toit de la GT40, qui à l'époque était une coque vide et sans peinture et sans avenir. Elle avait été à côté de chaque version de chaque projet qu'il avait jamais entrepris. Non parce qu'elle comprenait tout techniquement, mais parce qu'elle le comprenait lui. Il resta là un moment. Pas triste exactement, quelque chose de plus établi que cela. Une semaine après la réunion, l'accord de licence entre Caleb Mercier et Harmon Automobile fut signé et notarié. Le chiffre final était 230 millions, 30 millions au-dessus du nombre que Jacques avait initialement nommé après des négociations qui avaient duré 4 jours et que Caleb avait mené lui-même sans avocat d'entreprise depuis une table pliante dans une salle de conférence d'hôtel. Les droits restaient entièrement siens. Le crédit restait entièrement sien. Caleb ne célébra pas. Il s'assit seul dans le garage ce soir-là dans une chaise qu'il avait déplacée à côté de l'établi et regarda la photo sur l'étagère longtemps. Puis il se leva, remit la housse grise sur la GT40 avec le même geste soigneux qu'il utilisait toujours et éteignit les lumières. Puis il entendit de petits pieds sur les marches arrière. Il se retourna. Ariane se tenait à la porte du garage en pyjama et chaussettes, Coton pendant d'une main, yeux grands et légèrement cérémoniaux comme si elle comprenait que c'était une visite qui requérait une certaine gravité. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Il ouvrit plus grand la porte et recula. Elle entra et se tint au centre du garage et tourna lentement, prenant tout l'espace comme elle avait voulu le faire pendant des années. Elle marcha jusqu'à la Ferrari et la toucha doucement du bout d'un doigt. La façon dont on touche quelque chose qu'on a voulu toucher longtemps et dont on n'est pas encore sûr que ce soit réel. « Laquelle maman aimait le plus ?» demanda-t-elle. « Elle a trouvé l'orange, dit-il. Avant moi. Elle m'a appelé d'une casse en Ohio. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était, mais que ça avait l'air important. » Ariane assimila cela.
Puis elle s'approcha de l'étagère et regarda la photo. Elle s'appuya contre le bras de son père. « Je pense qu'elle aurait aimé voir ça terminer, » dit Ariane. « Je pense aussi, » dit-il. Le samedi matin qui suivit, Evelyne Rhodes apparut au numéro 14 sans appeler à l'avance. Elle était en jean et veste légère, et portait 2 tasses de café du même endroit, 3 rues plus loin. Caleb vint à la porte, regarda les tasses et ne dit rien pendant un moment. Puis il poussa la porte moustiquaire. Ils s'assirent sur les marches avant. Les érables le long de la rue des Érables commençaient à montrer les premiers verts pâles de nouvelles feuilles. Un chien aboya quelque part puis se tut. C'était le genre de matin qui n'avait rien à prouver. « Je te dois plus qu'une excuse, » dit Evelyne. « Tu ne me dois rien, » dit-il. « Tu as fait ce qui avait du sens avec les informations que tu avais. » Elle tint sa tasse à 2 mains. « Qu'est-ce qui vient ensuite pour toi ?» Il regarda la rue, les érables, la clôture qu'il avait reconstruite planche par planche. « J'ai pensé à un nouveau projet, » dit-il. « Quelque chose que je n'étais pas prêt à commencer seul. » Elle se tourna pour le regarder. « Parle-moi, » dit-elle. À l'intérieur du garage, les moniteurs tournaient toujours le modèle de châssis dans sa lumière calme, patient comme toujours, attendant le prochain chapitre.